Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 11 décembre. Le bilan des victimes du génocide de l'entité sioniste contre les Palestiniens dans la bande de Gaza s'élève à 44 805 martyrs et 106 257 blessés. Le sentiment d'abandon des Palestiniens est exposé aux membres du Conseil de sécurité. Agression de l'entité sioniste contre la Syrie, l'ONU affirme son opposition à toute violation de l'intégrité territoriale de ce pays. De son côté, Alger condamne fermement la violation par l'armée de l'entité sioniste de la souveraineté de la Syrie. L'Algérie commémore le 64e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960 où le peuple algérien est sorti dans des manifestations massives dans plusieurs villes du pays réclamant haut et fort l'indépendance. Et puis en Corée du Sud, la police affirme être entravée dans sa perquisition des bureaux du président Yoon Suk-yeol, mis en cause après sa tentative d'imposer la loi martiale. Bonsoir à tous. Plus de 44 800 martyrs et plus de 106 250 blessés. C'est le bilan des victimes au 432e plutôt, jour du génocide de l'entité sioniste contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. La majorité de ces victimes sont des femmes et des enfants. Depuis ce matin, 35 Palestiniens au moins sont tombés en martyrs suite à des raids des forces de l'entité sioniste, dont 23 dans le nord de la bande de Gaza. Et au moins 8 Palestiniens sont tombés en martyrs lors des frappes sionistes continues sur la ville de Rafah et ses environs dans le sud de la bande de Gaza depuis hier matin. Les frappes ont été menées par le biais de drones, d'avions de chasse et de tirs d'artillerie. Et à Nusayrat, au centre de la bande de Gaza, les forces de l'entité sioniste ont mené de violentes frappes durant la nuit dernière, faisant de nombreuses victimes, notamment parmi les déplacés ayant fui la ville de Gaza. Nous dormions paisiblement et soudain des gravats et des pierres sont tombés au-dessus de nous. Nous nous en sommes sortis par miracle. Lorsque nous avons regardé autour de nous, nous avons vu que la maison en face a été bombardée et que les restes des corps étaient éparpillés sur les arbres. Il y a eu une explosion et environ 7 personnes sont tombées en martyrs. Vous pouvez constater la destruction par vous-même. Il n'y a pas de résistance ou d'activité militaire ici pour justifier le ciblage de cet endroit avec un missile d'une tonne. Ce qui s'est passé est très difficile. Et après, jusqu'à quand cette situation va durer? Où est le monde libre? Où est la conscience des gens? Où est l'humanité? Mon père a 95 ans. Il a été martyrisé pendant son sommeil. Qu'a-t-il fait? Et le petit garçon, mon neveu et ma belle-sœur, qu'ont-ils fait? Est-ce parce qu'ils sont palestiniens ou parce qu'ils restent à Gaza? Et je vous en parlais en titre, la coordinatrice humanitaire de l'ONU pour Gaza, Sigrid Kaag, a affirmé avoir transmis aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU le sentiment d'abandon des Palestiniens de ce territoire qui vivent dans des conditions inhumaines en l'absence de volonté politique pour améliorer l'aide. Elle s'est exprimée après avoir fait son rapport régulier au Conseil lors d'une réunion à huis clos.
D'une part, je suis toujours profondément touchée et frappée par la dignité individuelle, mais les gens se sentent aussi abandonnés par nous tous. Et je l'ai dit au Conseil, au final, vous le savez, la question est de savoir où est la communauté internationale. Quand y aurait-il un cessez-le-feu ces derniers jours en réponse au cessez-le-feu au Liban? Les Palestiniens ont exprimé leur inquiétude. Serons-nous oubliés ou notre tour sera-t-il le prochain? Les gens vivent donc entre un peu d'espoir, à mon avis, mais je veux être prudente avant de parler au nom des autres. Un peu d'espoir et le désespoir ultime. Et l'Assemblée générale des Nations unies examine ce mercredi à New York, lors d'une session extraordinaire d'urgence, un projet de résolution de soutien à l'UNRWA. Le texte réaffirme le soutien de l'Assemblée générale au mandat de l'UNRWA dans tous ses domaines d'activité, à savoir la Jordanie, le Liban, la Syrie et les territoires palestiniens occupés. Il met aussi en garde contre toute tentative de démanteler ou de réduire les opérations de l'UNRWA. Je vous en parlais également en titre, l'entité sioniste continue de bafouer le droit international en Syrie. Les Nations unies s'opposent à toute violation de l'intégrité territoriale de la Syrie. C'est ce qu'a notamment affirmé Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, après que l'entité sioniste s'est emparée d'une zone tampon du Golan dans le sud-ouest de la Syrie. Je pense que M. Pedersen a d'abord abordé ce sujet ce matin. Il est très clair que nous nous opposons à toute violation de l'intégrité territoriale de la Syrie. Nous sommes contre ce type d'attaque. Je pense que c'est un tournant. Pour la Syrie, cela ne devrait pas être utilisé par ses voisins pour empiéter sur le territoire syrien. Cela devrait être utilisé par tous ceux qui sont dans la région et au-delà pour soutenir le peuple syrien afin qu'il puisse choisir sa propre voie, afin qu'il puisse travailler à une transition dirigée par les Syriens, contrôlée par les Syriens, inclusive, où toutes les minorités, les myriades de minorités qui sont en Syrie se sentent en sécurité et ont le sentiment de faire partie de la nation syrienne. Et l'Algérie a condamné fermement la violation par l'armée de l'entité sioniste de la souveraineté de la Syrie et de l'agression contre ses territoires, après avoir pris le contrôle de la zone tampon du Golan occupée, tout en réaffirmant la position immuable de l'Algérie en faveur de l'unité et de l'intégrité territoriale de la Syrie, ainsi que de son droit légitime à récupérer le Golan occupé conformément aux lois et conventions internationales en vigueur. Le ministère algérien des Affaires étrangères a appelé la communauté internationale à adopter une position unifiée garantissant la sécurité, la stabilité et l'intégrité territoriale de la Syrie. Et suite aux derniers développements en Syrie, de nombreuses personnes continuent de se diriger vers la capitale Damas via le poste frontière de Masna dans l'est du Liban. La chute de Bachar al-Assad n'affaiblira pas l'Iran, c'est ce qu'a estimé ce mercredi le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, qui commentait pour la première fois le changement de régime en Syrie.
Il ne fait aucun doute que ce qui s'est passé en Syrie est le résultat d'un complot conjoint américano-israélien. Oui, un gouvernement voisin de la Syrie a joué un rôle évident dans cette affaire et il continue à le faire. C'est évident pour tout le monde. Cependant, leur principal agent, leur principal comploteur et la principale salle de contrôle se trouvent aux États-Unis et au sein du régime sioniste. Nous avons des preuves et ces preuves ne laissent aucune place au doute. Le front de résistance fonctionne de la manière suivante. Plus vous exercez de pression, plus il se renforce. Plus vous commettez de crimes, plus il est motivé. Plus vous le combattez, plus il s'étend. Je vous assure que, par la puissance divine, l'influence de la résistance s'étendra plus que jamais à toute la région. Et à l'heure où l'entité sioniste continue de violer le cessez-le-feu au Liban, le Premier ministre libanais Najib Mikati s'est rendu en Espagne. Il a été reçu par son homologue espagnol Pedro Sánchez au palais de la Moncloa à Madrid. Dans l'actualité également, le Conseil de sécurité de l'ONU tient ce mercredi une séance d'information mensuelle suivie de consultations à huis clos sur la situation au Yémen. Cette réunion sur le Yémen est la dernière du Conseil prévue pour 2024. Merci, Madame la Présidente. Allez, restez avec nous pour la suite de ce 19h. Tout de suite, l'édition africaine. Je vous le disais en titre, l'Algérie commémore ce mercredi le 64e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960 où le peuple algérien est sorti dans des manifestations massives dans plusieurs villes du pays pour réclamer haut et fort l'indépendance de l'Algérie et mettre un terme au mythe de l'Algérie française. Un cri retentissant du peuple algérien il y a 64 ans et dont l'écho demeure à ce jour. Asma Laïd. Il y a de cela 64 ans jour pour jour, le 11 décembre 1960, l'une des dates qui ont marqué l'histoire de la lutte de libération du peuple algérien. En ce jour, les Algériens ont manifesté par centaines de milliers à Alger et dans d'autres villes du pays en brandissant l'emblème national pour signifier leur opposition inflexible à la politique coloniale visant à faire de l'Algérie une partie intégrante de la France. Le 11 décembre 1960, la population algérienne elle est sortie dans les rues pour dire que le peuple algérien est pour l'indépendance et que il tient à son autodétermination. Et là, donc, ça a été un fait marquant dans l'histoire de la guerre de libération. Ces manifestations qui ont marqué le début de la fin de la colonisation française en Algérie ont été sauvagement réprimées. Les manifestations du 11 décembre, d'ailleurs, ne sont pas loin dans j'allais dire, dans l'atrocité de l'action de ce qui s'est passé le 17 octobre aussi. Les Algériens sont sortis ce jour-là, manifester pacifiquement pour réaffirmer le principe du droit à l'autodétermination, alors que le général Charles de Gaulle effectuait une visite en Algérie dans une vaine tentative de sauver la thèse de la prétendue Algérie française à travers son plan dit de troisième voie. Durant cette période, De Gaulle était en visite en Algérie et défendait une thèse, la thèse de l'Algérie française. À ce moment-là, les Algériens sont sortis en masse pour casser justement cette thèse qui a été développée. Sur le plan diplomatique, ces manifestations, de par leur retentissement international, ont conforté les positions du gouvernement provisoire de la République algérienne en tant que représentant légitime du peuple algérien. Ces manifestations ont donné raison au gouvernement provisoire et ils l'ont conforté dans sa quête et dans son action au sein de l'ONU pour l'indépendance.
Les manifestations du 11 décembre 1960 ont constitué un tournant décisif dans le cours de la guerre de libération nationale. Les manifestations du 11 décembre 1960 demeurent un symbole de la détermination du peuple algérien à accéder à sa liberté. Moins de 2 ans après, l'Algérie arrache son indépendance. La révolution algérienne est un exemple à suivre dont s'inspirent tous les peuples qui vivent toujours sous le joug du colonialisme. Le sacrifice, la résistance et la détermination ont été les mots d'ordre de ce combat qui a forcé l'admiration du monde entier. 62 ans après son indépendance, l'Algérie est plus que jamais révolutionnaire. Et à cette occasion, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a affirmé que le peuple algérien, fier de son lait sacré de cohésion et de défense de l'unité nationale, avait fait le serment de demeurer fidèle au message éternel des Chouhada. Dans son message également, le président algérien a souligné que c'était dans cet esprit que le peuple algérien édifiait les fondements d'un État fort, immunisé par ses institutions et ses capacités économiques et protégé par la puissance de son armée et son bouclier de défense, pleinement conscient des défis actuels dans l'environnement régional erratique et tendu. Et en qualité d'envoyé spécial du président algérien Abdelmadjid Tebboune, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines, Ahmed Attaf, est arrivé ce soir à Bujumbura, au Burundi, pour une visite officielle qui s'inscrit dans le cadre des démarches visant à renforcer les relations de fraternité et de coopération entre les deux pays, ainsi que de la coordination et de la concertation autour des principaux dossiers et questions à l'agenda continental. Ahmed Attaf doit être reçu notamment par le président burundais Évariste Ndayishimiye, à qui il remettra une lettre de son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune. Allez, direction le Soudan, où la violence continue de faire des ravages. En seulement 2 jours, 127 personnes ont été tuées, dont des violences attribuées aux forces de soutien rapide, plongeant le pays dans une crise sans précédent. Alors que les combats continuent, les ONG alertent sur la situation humanitaire catastrophique, décrite comme la pire jamais enregistrée. Tinhinan Makassi. Alors que l'échiquier mondial s'en trouve bouleversé et que les événements s'accélèrent dans les 4 coins du monde, en particulier en Europe et au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique où les conflits de haute intensité refont surface. La situation au Soudan n'est pas en reste. Depuis le 21 avril 2023, le pays fait face à un abcès sécuritaire sans précédent. En effet, l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide s'affrontent depuis plus de 20 mois autour de sites stratégiques du pays. Depuis quelques semaines, les parties belligérantes intensifient les combats. En effet, en septembre dernier, l'armée du pays avait annoncé une contre-offensive sur les sites contrôlés par les hommes de Mohamed Daglo. Et selon les médias soudanais, l'armée a réussi de belles percées à Khartoum, à Omdurman et même au Kordofan, Al Jazeera et au Darfour. Et coup de théâtre, ces 2 derniers jours, les forces de soutien rapide ont annoncé la reprise de plusieurs localités, notamment à Jabal Mouya, pas loin de Khartoum, et l'autre à Sinar, pas loin de la frontière éthiopienne, et une 3e sur le Nil Blanc, à la frontière du Soudan. Des prises hautement stratégiques pour les hommes de Daglo. Selon les ONG, ces 2 jours de conflits intenses dans plusieurs régions du pays ont conduit à la mort d'au moins 176 Soudanais et ont blessé des centaines d'autres, exacerbant une situation humanitaire déjà au plus bas. Le conflit au Soudan s'inscrit dans la droite ligne des conflits de haute intensité mondiaux et pour cause, les hostilités entre les 2 parties belligérantes répondent à des rapports de force entre puissances régionales arabes et occidentales.
pour bon nombre d'organisations humanitaires actives dans les institutions internationales, y compris à l'ONU, et souvent relayées par les médias occidentaux. L'urgence concernant la situation au Soudan est de mettre en lumière les atrocités au Darfour sous couvert du nettoyage ethnique, laissant le reste du pays pour lettre morte. Ce soudain intérêt à la situation au Darfour cache bien des intérêts belliqueux, dans une certaine mesure répondant à des agendas qui poussent à la cession du Soudan en plusieurs petits États. En somme, la vie des Soudanais du Darfour ne compte guère plus que celle de leurs compatriotes dans d'autres parties du pays, si ce n'est les intérêts géopolitiques des puissances. Et pour preuve, pour bon nombre d'observateurs, ces mêmes organisations ne s'inquiètent guère de la situation en Palestine occupée, plus précisément à Gaza, où la barre des 50 000 martyrs risquerait d'être franchie dans les prochains jours. Violence également en Niger, dans le département de Terra. Près d'une centaine de soldats sont morts hier dans un combat contre des terroristes. Dans la fusillade, une cinquantaine de civils ont également été tués. Suite à cette hécatombe, l'état-major tenait ce matin une réunion d'urgence autour du chef des armées, le général Moussa Salalou Barmou. Et au Nigeria, à présent, le vice-président Kashim Shettima a lancé une attaque contre la dirigeante du parti conservateur d'opposition britannique, Kemi Badenoch, lors d'un discours prononcé à Abuja. Il lui est reproché notamment de dénigrer sa nation d'origine. We are proud of her, in spite of her efforts at denigrating her nation of origin. Kemi Badenoch. Kemi Badenoch, leader du Parti travailliste ou conservateur britannique. Nous sommes fiers d'elle, malgré ses efforts pour dénigrer sa nation d'origine. Elle a droit à ses propres opinions, elle a même droit de supprimer le Kemi de son nom, mais cela n'enlève rien au fait que la plus grande nation noire de la planète est celle qui s'appelle le Nigeria. Au Royaume-Uni, justement, des agriculteurs britanniques ont manifesté ce mercredi avec leurs tracteurs devant le Parlement dans le centre de Londres pour protester contre une taxe controversée sur la succession visant certaines exploitations annoncées récemment par le gouvernement travailliste. Allez, direction la France à présent, et à l'issue des discussions tenues hier à l'Élysée, le président français n'a pas obtenu d'accord de non-censure de la part des oppositions. Mis au banc, les Insoumis et le Rassemblement national ont, eux, exprimé leur mécontentement, alors qu'un nouveau Premier ministre pourrait être nommé d'ici demain. Safouane Ben Sabri. La France, toujours dans l'impasse politique. Une semaine après la censure de Barnier, Emmanuel Macron n'est pas parvenu à imposer un accord aux oppositions de droite et de gauche. Le président français espérait obtenir un accord de non-censure, garantissant la protection du prochain gouvernement. Du côté des socialistes, le chef du PS promet de ne pas avoir recours à la censure, à condition que le gouvernement n'utilise pas l'article 49.3 qui permet d'outrepasser l'Assemblée. Nous avons resuggéré le fait qu'il y ait un échange de bons procédés, que le gouvernement renonce au 49.3 et donc renonce à tout passage en force, et en échange de quoi les oppositions renonceraient à une motion de censure. Exclus de l'arc républicain, les deux poids lourds de l'opposition, la France insoumise et le Rassemblement national, refusent catégoriquement d'adhérer à un accord de non-censure ou à un éventuel gouvernement. Pour Jean-Luc Mélenchon, le problème réside dans la personne du président français. Écarté des négociations à l'instar des Insoumis, le Rassemblement national s'est exprimé par la voix de la présidente de son groupe à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen, affirmant écarter la participation à un gouvernement d'Emmanuel Macron. Le nouveau Premier ministre pourrait être nommé au plus tard le 12 décembre par Macron, d'après diverses sources.
Dans l'actualité aussi, le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre a souhaité travailler politiquement pour ramener le désarmement nucléaire à l'ordre du jour international lors d'une conférence de presse avec Terumi Tanaka, représentant de Nihon Hidankyo, l'association japonaise des survivants de la bombe atomique, lauréate du prix Nobel de la paix. Nous devons accomplir un travail politique considérable pour remettre le désarmement nucléaire à l'ordre du jour international. Il est déprimant de constater que les puissances nucléaires se retirent des traités et des accords de désarmement et que la menace de l'utilisation d'armes nucléaires est à nouveau brandie dans les conflits en cours. Nous ne pouvons pas accepter cela et nous devons, à partir de chaque pays, de chaque gouvernement et de la mobilisation de la société civile, faire pression sur les puissances nucléaires pour qu'elles s'engagent à nouveau dans le désarmement nucléaire. Nous espérons que le gouvernement japonais, malheureusement, nous ne pensons pas qu'il ait suffisamment écouté les mots que nous avons à partager dans notre message en raison de son alliance avec les États-Unis. Le Japon n'a pas encore signé ou ratifié le traité sur l'interdiction des armes nucléaires et a une position très obstinée à cet égard. Un nouveau cabinet est en place au Japon et le Premier ministre Ishiba et son cabinet, nous sommes très attentifs aux discussions sur la position qu'adoptera le Premier ministre Ishiba. Il a dit qu'il aimerait me rencontrer une fois que nous serons rentrés au Japon et j'attends donc cela avec impatience afin que nous puissions lui faire part de notre message avec fermeté. En Espagne, 6 personnes ont été découvertes mortes à bord de plusieurs embarcations arrivées au cours des dernières heures au large de l'île del Hierro, dans l'archipel des Canaries, selon les services d'urgence espagnols. Au total, 4 embarcations ont été prises en charge par les secours près de cette île, la plus petite de l'archipel espagnol située au large des côtes du nord-ouest de l'Afrique. Aux États-Unis, le parquet de Manhattan qui a fait condamner au printemps Donald Trump dans une affaire pénale, une première historique, s'est prononcé contre l'annulation de ce procès et a suggéré un gel de la procédure jusqu'à la fin de son second mandat présidentiel. Pékin a accusé Washington d'exploiter les questions de cybersécurité pour salir et discréditer la Chine, après que les États-Unis ont offert une récompense de 10 millions de dollars pour toute information conduisant à l'arrestation d'un Chinois et de conspirateurs recherchés pour avoir piraté des pare-feux informatiques. Tout d'abord, la Chine s'est toujours fermement opposée à toutes les formes de cyberattaques et les a réprimées conformément à la loi. Et dans le même temps, nous nous opposons fermement à l'application excessive de sanctions unilatérales, illégales et à l'exercice d'une compétence de longue portée à l'encontre d'entités et d'individus chinois. Nous demandons instamment aux États-Unis de cesser d'exploiter les questions de cybersécurité pour salir et discréditer la Chine et de mettre fin à l'application excessive de sanctions unilatérales illégales. La Chine prendra les mesures nécessaires pour préserver les droits et les intérêts légitimes et légaux des entreprises et des citoyens chinois. Allez, au Mexique à présent, des centaines de fidèles arrivent à la basilique Notre-Dame de Guadalupe pour commémorer l'une des plus importantes fêtes religieuses du pays. L'Église catholique mexicaine a lancé un appel aux différents groupes criminels opérant dans le pays pour qu'ils fassent une trêve dans la violence qui cause chaque année des dizaines de milliers de morts et de disparitions pendant cette fête.
Qu'elle nous donne à tous une conscience, qu'elle nous fasse comprendre que tout ne dépend pas seulement de la Vierge, mais que nous devons, en tant qu'humanité, nous concentrer davantage sur ce que nous voulons, en tant que gouvernement également. Surtout la santé, et qu'il n'y ait plus autant de guerres, davantage de paix, parce que dans le monde, nous voyons qu'il y a des situations très difficiles. Je vous en parlais en titre, nouveau rebondissement en Corée du Sud. La police a affirmé ce mercredi être entravée dans la perquisition des bureaux du président Yoon Suk-yeol, mis en cause après sa tentative d'imposer la loi martiale il y a une semaine. Neila Hamouda. La situation politique reste des plus chaotiques en Corée du Sud. Le président Yoon Suk-yeol est de plus en plus isolé. La police sud-coréenne a mené ce mercredi des perquisitions au bureau présidentiel dans le cadre de l'enquête sur sa tentative ratée d'imposer la loi martiale. Mais selon le parti d'opposition sud-coréen, cette perquisition a été entravée, accusant le bureau du président d'insurrection. Le fait d'entraver la perquisition du bureau présidentiel constitue clairement une participation à l'insurrection. Depuis plus de 3 heures, le bureau du président et les forces de sécurité s'affrontent, repoussant les policiers qui effectuent des perquisitions dans le bâtiment. Il s'agit d'un acte illégal d'obstruction à l'application de la législation nationale et d'un défi à l'état de droit. Ce que le bureau du président et les services secrets protègent en ce moment, ce n'est pas un chef d'État, mais un insurgé. Par conséquent, interférer avec une perquisition policière constitue une participation à l'insurrection en protégeant les insurgés. Le président sud-coréen n'est pas le seul à être dans le collimateur des enquêteurs. Ces derniers s'intéressent beaucoup au rôle joué par l'ex-ministre de la Défense qui a démissionné et a été arrêté depuis. La police sud-coréenne a rapporté mardi soir que Kim Yong-yoon, l'ex-ministre de la Défense en poste en ce moment de coup de force, avait tenté de mettre fin à ses jours quelques minutes avant son arrestation. Information confirmée par le ministère de la Justice. Il a été confirmé que Kim Jong-un a essayé de se pendre. Le président n'a pas été vu en public depuis sa dernière allocution. Il a interdiction de quitter le territoire. Yoon avait justifié l'instauration de la loi martiale pour protéger, selon lui, la Corée du Sud de l'ingérence de son voisin du Nord. Pyongyang a réagi pour la première fois. La marionnette Yoon Suk-yeol, qui avait déjà fait face à une grave crise de gouvernance et une procédure de destitution, a déclaré la loi martiale de manière inattendue à déchaîner les armes de la dictature fasciste contre le peuple. Cet incident choquant a plongé tout le pays fantoche de Corée du Sud dans le chaos. Sur le terrain, des milliers de manifestants maintiennent la pression sur la présidence sud-coréenne. La rue dénonce une tentative de coup de force orchestrée mardi dernier par le président Yoon Suk-yeol. Si certains Sud-Coréens continuent de protester avant un nouveau vote de destitution visant Yoon, d'autres envoient des fleurs à l'extérieur du bureau présidentiel en soutien au président Yoon. Une deuxième motion de destitution contre lui sera examinée par le Parlement le 14 décembre. Et enfin, le secrétaire américain à la Défense sortant, Lloyd Austin, s'est dit préoccupé par les relations entre la Corée du Nord et la Russie, alors qu'il visitait une base aérienne américaine au Japon dans le cadre de ce qui sera probablement son dernier voyage officiel en Asie-Pacifique. Concernant les relations entre la Corée du Nord et la Russie, je pense que ces relations sont certainement préoccupantes. Nous savons qu'il s'agit d'une relation transactionnelle. Ainsi, lorsque la République populaire de Corée fournit des munitions et des armes à la Russie, nous nous attendons à ce que la Russie rende l'appareil sous une forme ou une autre. Et cela peut se faire de plusieurs manières, mais je n'essaierai pas de détailler ce qu'ils ne peuvent pas obtenir, obtiendraient ou pourraient obtenir à l'avenir. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.